Ce soir sur Ukraine Today, meurtre sous contrat selon un réseau d'agents russes arrêtés en Ukraine. Ils préparaient une série de tentatives d'assassinat contre des personnalités des médias ukrainiens et des officiers militaires. Une arme de négociation secrète, mais pas si secrète. Quel rôle joue l'ancien chef du renseignement militaire ukrainien, Kirill Boudanov, dans les négociations? Une nouvelle vieille guerre, quelle est la probabilité? Que les États-Unis, le président Donald Trump, approuve bientôt une frappe militaire de grande envergure contre l'Iran? Journée des héros de la centaine céleste. L'Ukraine rend hommage aux participants de la révolution de la dignité. Tout cela et bien plus encore. Tout de suite. Bonjour, je suis Volodymyr Robchun et voici Ukraine Today. Aimez cette vidéo et passons aux actualités. Commençons par l'arrestation d'un groupe d'agents russes qui préparaient une série de meurtres sous contrat. Leur principale cible était des journalistes ukrainiens, des militants publics, le chef d'une entreprise stratégique et des officiers du renseignement militaire ukrainien. Les criminels avaient prévu différents scénarios d'attaque, allant de fusillades à bout portant à des attentats à la voiture piégée. Pour ces meurtres, les services spéciaux russes leur avaient promis jusqu'à 100 000 $ américains. Le chef du groupe est un récidiviste moldave de 34 ans. Il avait été recruté alors qu'il purgeait une peine dans une prison russe. À présent, lui, 2 autres agents et des complices d'Ukraine, de l'Union européenne et de la soi-disant région de Transnistrie sont en détention et témoignent. Au cours des dernières 24 heures, la Russie a perdu au moins 970 soldats tués et blessés. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, cela porte le total à 1 257 880 occupants. Rien que ces dernières 24 heures, les forces de défense ukrainiennes ont détruit 2 chars russes, 6 véhicules de combat blindés, 3 systèmes d'artillerie et des dizaines d'autres équipements militaires ennemis. Plus d'informations sur la situation sur le champ de bataille dans le rapport. Gros incendie à Veliki Luki, région de Pskov, en Russie. Après une attaque de drone, un dépôt de pétrole a pris feu. Ça vole, ça vole. Regarde, ça vole, ça vole. Regarde. Des explosions ont également eu lieu à Belgorod. Selon des chaînes Telegram, la centrale thermique locale a été attaquée. Une panne d'électricité a eu lieu dans la ville. Les inconvénients de vivre à Belgorod. Où est l'électricité? Il n'y a pas d'électricité. Une fois de plus, nous assistons à un incident à la centrale thermique de Belgorod. Il y a eu un deuxième impact. Au total, dans la nuit du 19 février, selon le ministère russe de la Défense, soi-disant 113 drones ont été abattus. L'incendie de Veliki Luki n'est pas mentionné dans le rapport officiel. Cela fait référence à l'augmentation des capacités de l'Ukroboronprom ukrainien et, en conséquence, à l'assistance technico-militaire des partenaires stratégiques. À l'heure actuelle, les forces de défense ukrainiennes lancent presque quotidiennement jusqu'à 100 drones à voilure fixe. L'infrastructure énergétique des territoires occupés est spécifiquement visée par les forces de défense ukrainiennes. Un autre incendie à la raffinerie de pétrole d'Ilski n'a pas pu être éteint pendant 2 jours dans la région de Krasnodar. La frappe sur cette installation a été effectuée le 17 février. L'Ukraine et la Russie ont discuté de l'idée de créer une zone démilitarisée dans le Donbass sans contrôle militaire, selon le New York Times. Le président Volodymyr Zelensky a confirmé qu'une zone démilitarisée avait été évoquée lors des négociations à Genève. Ceci est fondamentalement et essentiellement une réincarnation moderne et une relance de la proposition officielle avancée par le gouvernement des États-Unis visant à créer une vaste zone économique franche. À quel point ce scénario précis est réaliste, seul le temps pourra véritablement le révéler. Néanmoins, la guerre continue. L'armée russe a progressé dans les districts de Bakhmut et de Pokrovsk, rapporte Deep State. Le nombre d'affrontements a fortement augmenté au cours de la dernière journée. Dans la direction de Pokrovsk, les principaux combats ont lieu près des centres logistiques clés des forces de défense ukrainiennes, à savoir Rodinskoï et Khrychan. Les occupants tentent de prendre le contrôle direct à la fois des localités elles-mêmes et, par conséquent, de la logistique des forces de défense ukrainiennes. La tentative des occupants de percer dans la région de Zaporijia a échoué. Selon les défenseurs ukrainiens, l'ennemi a avancé avec un camion entier pour prendre d'assaut le village de Dobropilia, mais, comme on peut le constater, sans succès.
Les forces de défense ukrainiennes mènent des actions contre-offensives réussies à la jonction des régions de Zaporizhia et de Dnipropetrovsk. La profondeur de l'avancée atteint jusqu'à 9 km. Nouvelle arme militaire. En Roumanie, le missile de croisière Sahara a été présenté. À l'exception du moteur et des capteurs optiques, tout a été produit dans le pays. La société fabricante affirme que le missile peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1000 km/h et voler à une altitude de seulement 50 mètres, ce qui en fait une cible difficile pour les radars. La Suède a annoncé près d'1,5 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Selon Reuters, le paquet devrait inclure des systèmes de défense aérienne, des drones et des missiles longue portée. Parlons maintenant un peu du processus de paix, ou plutôt de l'arme secrète, bien que pas si secrète, de l'Ukraine pour les négociations. Je parle de l'ancien chef du renseignement militaire ukrainien, Kirill Obudanov. L'ancien chef du renseignement et nouveau chef du bureau du président, Kirill Obudanov, plaide pour un accord de paix rapide négocié par les États-Unis. C'est ainsi que les publications occidentales rendent compte de l'avancée des négociations. J'espère que nous sommes effectivement sur la voie d'une résolution fondamentale de notre guerre. Nous faisons des progrès. On ne peut pas dire que la paix viendra assurément demain. Si quelqu'un affirme cela, ce n'est certainement pas vrai. Mais d'énormes efforts sont déployés. Pour être franc, nous faisons des progrès. Optimisme prudent, c'est le terme que j'utiliserai pour expliquer clairement la situation. Selon les analystes, Budanov, en tant que membre de la délégation ukrainienne, a complètement changé le cours des négociations. En effet, il possède une expérience et des informations qu'aucun des représentants politiques des autres partis ne détient. Nous avons besoin d'une paix juste. Nous avons assurément besoin d'une paix juste et durable, et c'est tout à fait exact. Nous avons également besoin de garanties de sécurité solides, et il nous faut un plan global pour la reconstruction de l'Ukraine. Mais les conflits internes ne nous aideront en rien. C'est ma réponse pour vous. Tout processus de négociation préfère généralement le silence, mais vous en verrez tout de même une partie. Eh bien, disons-le ainsi, une formation plus professionnelle de type renseignement. Ce qui, bien sûr, n'est pas obligatoire dans la diplomatie classique, mais dans des négociations aussi indéniablement complexes et à plusieurs niveaux qu'avec la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique. C'est une compétence qui peut-être a beaucoup manqué dans ce processus de négociation auparavant. Tout cela parce qu'il est respecté non seulement par les partenaires américains et européens, mais même par des représentants de la Russie. Et nous devons le comprendre. Nous devons réaliser qu'il existe des personnes désagréables et peut-être même des pays. Mais fermer les yeux sur cela n'aidera pas. Nous devons traiter avec eux. Malheureusement, il nous faudra le faire. Il ne fait aucun doute que des signaux provenant des États-Unis d'Amérique, de l'Europe et d'ailleurs de la Fédération de Russie concernant le fait que ils sont prêts à discuter avec Budanov qu'il est un négociateur de grande qualité et efficace, sont exprimés immédiatement après sa nomination à la tête du bureau du président. Mais les propagandistes, les correspondants de guerre et autres parasites du régime de Poutine sombrent dans une véritable hystérie. Parce qu'ils comprennent cela. Avec l'arrivée de Budanov à son nouveau poste, il y aura des changements qui s'avéreront véritablement tragiques pour eux. Quand il s'agit du terroriste Budanov, oui, cette personne a été reconnue comme terroriste et extrémiste. À votre avis, une véritable atmosphère amicale était impossible. En ce moment, nous vous demandons exclusivement votre point de vue subjectif. Lors de négociations de ce niveau, il est difficile d'imaginer une véritable atmosphère amicale, surtout en considérant qui était présent du côté ukrainien. Notre délégation est dirigée par un leader éminent et haut placé, représentant une structure militaire très disciplinée et sérieuse. Et en face de nous se trouve Budanov, un terroriste, un meurtrier et un vaurien, personnellement responsable de la mort de proches amis. Quant à la personne assise de notre côté, de plus, l'amiral Kostyukov, qui est de notre côté, est l'une des cibles du vaurien Budanov. Et du côté ukrainien en particulier, nous le soulignons à chaque fois, il y a un terroriste reconnu comme tel dans notre pays.
Le citoyen ukrainien Boudanov, ancien chef de la direction principale du renseignement. C'est la personne qui nous a dit qu'il détruirait la Rusnia. C'était l'une de ses phrases marquantes. Il avait promis de faire sauter le pont de Crimée et il l'a effectivement fait sauter. Donc il est difficile d'imaginer que l'atmosphère soit amicale. Il semble que Boudanov ait l'intention non seulement d'écraser totalement les Russes à la table des négociations, mais aussi de veiller à ce qu'il en soit de même sur le champ de bataille, à l'ONU. Cela devrait, disons, complètement redéfinir et réinitialiser la perception publique globale du bureau du président. Et enfin, créer ce dont on discute et débat depuis longtemps, le soi-disant cabinet militaire pleinement opérationnel, dans la mesure du possible, même en coordonnant dans une certaine mesure le cabinet des ministres ukrainiens, en offrant des recommandations pertinentes, en partageant leur expérience. Par exemple, comment restructurer l'économie du pays pour répondre aux besoins en temps de guerre. Ici, la position est faible. Il sera problématique de négocier à partir d'une position de faiblesse. C'est impossible. Alors, s'il vous plaît, restez avec nous. Éliminons toutes ces incompréhensions qui existent entre nos pays, qui nous ont aidés tout ce temps. Unissons nos efforts, mobilisons-nous et menons cela jusqu'au bout. Avec la nouvelle nomination de Boudanov, l'Ukraine a gagné non seulement un chef du renseignement solide, mais aussi un gestionnaire et un négociateur compétent, qui pourrait devenir l'atout principal pour forcer Poutine à faire la paix. L'Ukraine se bat pour la liberté. Soutenez le journalisme indépendant ukrainien afin que nous puissions continuer à dire la vérité sur la guerre menée par la Russie. Cliquez sur le lien dans la description pour devenir notre sponsor. C'est le moment de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager afin que plus de personnes puissent la voir. Merci et gloire à l'Ukraine. Une nouvelle vieille guerre. États-Unis. Le président Donald Trump pourrait bientôt approuver une frappe militaire de grande envergure contre l'Iran. Une telle action pourrait devenir une démonstration de la force américaine. Une démonstration que Vladimir Poutine verrait peut-être très clairement. Cela pourrait détourner l'attention de Washington de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Ou cela pourrait être perçu comme faisant partie d'une confrontation mondiale plus large avec ce qu'elle appelle l'axe du mal, qui inclut la Fédération de Russie. Tous les détails à suivre. Israël est prêt pour la guerre. Diverses agences de sécurité et services d'urgence ont été placées au plus haut niveau d'alerte défensive. Il s'agira probablement d'une opération conjointe américano-israélienne, nettement plus vaste et plus dangereuse pour le régime iranien que la guerre de 12 jours menée par Israël contre l'Iran en juin de l'année dernière, à laquelle les États-Unis ont finalement participé en attaquant les installations nucléaires de Téhéran. Trump pourrait bientôt lancer une opération militaire contre l'Iran, après que Téhéran n'a pas satisfait aux exigences américaines lors des négociations sur le programme nucléaire. Oui, beaucoup d'équipements, beaucoup de ressources. Les États-Unis d'Amérique ont déplacé du matériel vers des sites proches de l'Iran, notamment l'aérodrome de Jeschow en Pologne et une base aérienne au Moyen-Orient. Tout est prêt, rempli d'équipements américains, d'avions américains, ainsi que de porte-avions. Tout cela est en place, les préparatifs sont faits, la force est vraiment phénoménale, une véritable œuvre d'art. À la même époque, le moment exact d'une éventuelle frappe reste inconnu et dépend de la décision du président américain. Des responsables américains admettent qu'une opération de grande envergure ne sera pas rapide et pourrait se transformer en une campagne d'une semaine. Il est très probable que cette frappe ne mène à rien, c'est-à-dire c'était important lorsqu'il y avait des manifestations en l'Iran lui-même pour soutenir les manifestants lorsqu'ils étaient à leur apogée, afin de les aider à détruire le corps des gardiens de la révolution islamique, pour détruire les unités de l'armée afin qu'ils puissent s'emparer des armes et prendre le pouvoir entre leurs propres mains. Maintenant, il n'y a plus de manifestations là-bas, les sentiments de protestation ont été réprimés, ou plutôt noyés dans le sang autant que possible, si l'on peut dire ainsi, et c'est pourquoi j'ai de sérieux doutes quant à l'efficacité de cette frappe. Les cibles potentielles pourraient être le guide suprême Ali Khamenei, ainsi que les structures du corps des gardiens de la révolution islamique. La veille, Khamenei a déclaré que Trump ne serait pas capable de renverser la République islamique ni de menacer les États-Unis, les forces armées.
Cette frappe pourrait entraîner une instabilité dans la région. Elle pourrait provoquer un important exode de civils qui deviendraient des réfugiés dans les pays voisins de l'Iran. Ils pourraient subir toutes les conséquences d'une migration incontrôlée, la plus importante de l'histoire humaine. Il n'existe pas encore d'exemple où de telles frappes ciblées ont réussi à provoquer un changement de régime. Il n'y en a pas eu. En d'autres termes, un changement de régime ne peut se produire qu'avec la présence de troupes au sol. En cas d'escalade du conflit, Israël se concentrera probablement sur la destruction ou l'endommagement sérieux du programme de missiles iranien. Cependant, selon les experts, les Houthis pourraient immédiatement commencer à lancer des frappes de missiles et de drones contre Israël. Le très vanté dôme de fer, il a tenu le coup là-bas. Lors des frappes initiales, 90% des missiles iraniens ont été interceptés. Mais à chaque nouvelle vague, le taux d'interception a chuté, il n'a cessé de baisser, et il est loin d'être certain que, par exemple, si de telles attaques se poursuivaient pendant des mois, la défense aérienne israélienne serait capable d'y résister. Israël ne peut pas résoudre ce problème seul. Le 17 février, la deuxième série de discussions américano-iraniennes a eu lieu. Des négociations sur le programme nucléaire iranien se sont tenues à Oman. Selon Reuters, les États-Unis ont posé à Téhéran la condition de présenter des propositions détaillées pour résoudre les désaccords dans un délai de 2 semaines. Auparavant, en juin 2025, un ultimatum similaire avait conduit au lancement d'une opération militaire et à une série de frappes sur les installations nucléaires iraniennes. L'Ukraine boycottera la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de 2026. La raison en est que les athlètes russes et biélorusses sont autorisés à concourir sous leurs drapeaux nationaux. Cela signifie que le tricolore russe, un symbole désormais associé à des crimes de guerre, et le drapeau biélorusse, celui d'un régime qui continue d'aider Moscou, pourraient être hissés en Europe. Et si l'on y réfléchit plus profondément, le problème est encore plus grave. Parmi les participants, il y aura les soi-disant vétérans de la soi-disant opération militaire spéciale. Des terroristes russes qui, il n'y a pas si longtemps, étaient impliqués dans des meurtres, des pillages, des viols et des destructions. Qu'est-ce que c'est sinon une publicité pour la guerre dans le monde du sport ? Le Comité international paralympique a annoncé que 6 athlètes russes et 4 athlètes biélorusses ont été autorisés à concourir sous les drapeaux de la Russie et de la Biélorussie, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de la guerre à grande échelle. D'abord, la disqualification sans fondement d'un Ukrainien aux Jeux Olympiques et maintenant l'admission de participants qui vénèrent la dictature. Et cela se produit alors que l'Europe se prépare à la guerre contre la Russie. Ce sont les méthodes traditionnelles d'influence utilisées par la Fédération de Russie. De telles guerres hybrides, où, comme toujours, ils intègrent la politique, les questions politiques dans, par exemple, la culture sportive, la culture de masse, oui, la culture populaire, et ainsi de suite, et tout ce qui s'y rapporte. Les outils des Russes ne sont absolument pas nouveaux, mais lorsque le monde est prêt à résister à une telle destructivité et à l'agression militaire de la Fédération de Russie, à afficher une position unie, l'unité, la solidarité, eh bien, alors il est possible de le faire, en fait, sur tous les fronts. C'est pourquoi, oui, pas à pas, la Fédération de Russie, décision après décision, érode l'unité mondiale, et en particulier l'unité européenne. L'Ukraine y a déjà répondu. Voici ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Permettre que les drapeaux des États agresseurs soient tissés aux Jeux paralympiques alors que la Russie poursuit sa guerre contre l'Ukraine est une erreur, tant sur le plan moral que politique. La décision d'autoriser la Russie et la Biélorussie à participer sous leurs symboles nationaux ignore une vérité simple. Ces drapeaux et ces hymnes représentent des régimes qui mènent l'agression, détruisent des villes et utilisent le sport à des fins de propagande. On ne peut pas les dissocier des crimes commis sous leur régime. Dans la Russie moderne, même les sports paralympiques sont utilisés pour glorifier les participants à la guerre contre l'Ukraine. Accorder un tel système à une plateforme internationale prestigieuse envoie un message dangereux, celui de laisser la responsabilité être ignorée. Une décision honteuse pour le CIP, car non seulement les drapeaux et l'hymne de la dictature seront diffusés dans le monde entier, mais des athlètes ayant signé des contrats avec le ministère russe de la Défense et étant devenus handicapés en détruisant la population civile ukrainienne et en commettant des crimes de guerre participeront aux Jeux paralympiques. Malheureusement, à mon avis, le comité olympique, par ses décisions, sert les intérêts de l'agression russe et ne contribue pas à un processus de négociation constructif. Ni à la reconnaissance par la Russie de sa propre culpabilité, ni peut-être à un quelconque remords parmi les Russes. Peut-on permettre de telles choses ? Absolument pas.
Permettre aux Russes de participer à la fois individuellement et en général alors qu'ils mènent une occupation. La guerre la plus sanglante, la plus vaste et la plus intense sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale est sans aucun doute aussi un crime de la part du comité olympique et des bureaucrates olympiques. Comme l'affirme Pavel Roshkov, le président du comité russe, certains de ces athlètes étaient des tueurs lors de guerre. Ils ont combattu courageusement dans divers affrontements intenses à travers l'Afghanistan, dans toutes les régions de Tchétchénie, en Ossétie du Sud et lors du conflit en Syrie. Nous visitons les hôpitaux avec eux car, par notre propre exemple, nous montrons aussi que le sport est en dehors de la politique. La participation d'athlètes qui vont concourir sur la scène internationale à la guerre contre l'Ukraine a été confirmée par Roshkov lui-même lors de son discours de félicitations aux athlètes pour le 26e anniversaire. L'un des domaines d'activité les plus importants et les plus sérieux pour le comité paralympique russe et la fédération pan-russe est l'implication des vétérans de l'opération militaire spéciale dans le mouvement paralympique. Des réalisations significatives ont également été accomplies dans ce domaine. Plus de 500 vétérans sont membres d'équipes régionales. Par exemple, Ivan Cheriaev, para-snowboarder de 41 ans, a été intégré à la réserve de l'équipe paralympique russe. Il s'est lancé dans ce sport après avoir été blessé lors de la guerre contre l'Ukraine. Il a été mobilisé en 2022 dans une brigade de fusiliers motorisés et a été blessé lors de combats sanglants près de la ville ukrainienne temporairement occupée de Bakhmout. Le lieutenant Saïten Geninov servait dans l'armée russe depuis 2020 et a perdu sa jambe pendant la guerre. Il faisait partie de ceux qui ont percé dans la région de Kiev. Il est l'un des participants aux crimes de guerre brutaux de Boutcha, que le monde entier a pu voir. À ses côtés se trouvait Ruslan Ustuzin, qui a participé au combat pour l'aéroport de Hostomel dans la région de Kiev. Également avec eux se trouvait Denis Ishbulatov, qui a été blessé et a intégré l'équipe car ce sont précisément ce genre de personnes dont la propagande russe a besoin. Vladislav Shinkar, âgé de 49 ans, est parti combattre contre l'Ukraine dès 2014. Il a également été blessé dans le Donbass en 2015. Après avoir perdu sa jambe, il est retourné au service, a ensuite été renvoyé, puis en 2024 a rejoint l'équipe nationale russe. Nikolai Bondarenko a également intégré l'équipe nationale et s'est porté volontaire pour combattre en 2022. Il y a aussi des militaires, Anton Bushmakin qui a été blessé dans le Donbass, Rinat Vasiliev qui a participé à la prise de la Crimée, a perdu ses jambes à Melitopol et figure également dans la base de données Mirotvorets, ce qui signifie qu'il a commis de brutaux crimes de guerre. L'Ukraine a déjà annoncé un boycott politique des Jeux paralympiques de 2026. Les représentants du gouvernement ukrainien ne seront pas présents à la cérémonie d'ouverture ni aux événements officiels des Jeux paralympiques. La Pologne se joint également au boycott, car elle aussi subit déjà des attaques de la Fédération de Russie. Mais comme le disent les experts, notre boycott et la réponse de l'Europe restent encore faibles. Et la Russie, qui agit en toute impunité, le ressent très clairement. La protestation ukrainienne, à mon avis, n'apparaît toujours pas suffisamment, justifiée et agressive. Disons-le comme ça. Parce qu'à mon avis, toute cette histoire avec Eraskevich qui a été disqualifiée absolument, selon moi, de façon illégale. Et maintenant, cela va continuer aux Jeux paralympiques où les Russes sont autorisés à participer sous drapeau russe. Par conséquent, la réponse de l'Ukraine doit être décisive. Et il est très important qu'elle soit unie et synchronisée avec nos partenaires occidentaux, et pas seulement avec les pays occidentaux, mais avec tous les pays qui comprennent ce qui se passe, et que la Fédération de Russie ne doit pas avoir la possibilité de retrouver ses droits, tant qu'elle n'aura pas été tenue responsable avant tout de son agression contre l'Ukraine. Et aussi, je n'exclurai pas qu'il y ait un sérieux élément de corruption impliqué et une motivation supplémentaire pour que de tels bureaucrates prennent des décisions correspondantes concernant la légalisation des athlètes russes aux Jeux paralympiques et olympiques. Les Jeux paralympiques de 2026 débuteront dès le 6 mars. Et une fois de plus, la Russie fera la promotion de sa guerre impérialiste auprès du monde entier, avec l'aide de criminels de guerre, les présentant comme des héros. Et toute l'Europe, qui se prépare déjà activement à la guerre contre cette même Russie, ne fait qu'aider le dictateur Poutine dans ses plans par son inaction. Alors, le sport est-il vraiment en dehors de la politique ou est-il temps d'ouvrir les yeux ? Et enfin, parlons de mémoire et de respect. Aujourd'hui, l'Ukraine célèbre la journée des héros de la centaine céleste. Nous rendons hommage aux participants de la Révolution de la dignité, aux protestations de l'hiver 2013-2014.
Plus de 100 personnes de tous âges et de toutes professions ont donné leur vie pour la dignité, la liberté et le choix européen de l'Ukraine. Mémoire éternelle. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Merci pour votre soutien. Force aux défenseurs de l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. Aimez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et à la prochaine fois.